Et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire qui va porter sur le montage juridique des écolieux collectifs et plus particulièrement du cas de l'expérience de l'éco-village de Pourgues, dont je suis le fondateur. Le projet a commencé en mai 2016, il s'est concrétisé en mars 2017 et nous sommes aujourd'hui une quarantaine d'habitants, dont 15 enfants. Donc là, vous aurez l'avantage d'entendre de l'expérience d'un lieu qui a pas mal travaillé sur ce sujet et qui a établi, euh, qui vient un modèle relativement communautaire, c'est-à-dire que nous avons ici une large diversité d'activités, l'éducation des enfants, un peu de production alimentaire vivrière, des chantiers, une activité assez conséquente d'accueil de séjours, de stages et de formation. Euh, de la cohabitation, quoi. Nous habitons ensemble sur le même lieu. Et en général, c'est quelque chose d'assez complexe d'élaborer un montage qui permet le mariage de tout ça, parce que normalement, bah, on achète une maison et on habite dedans, et on va à un lieu de travail, et là, il y a une entreprise, et c'est une société qui est constituée pour ça. On va à une école, et puis voilà, les choses sont cadrées de cette manière-là. Et tout n'est pas mélangé comme ça dans le même lieu. La loi, enfin le cadre légal n'a manifestement pas vraiment prévu ce genre de cas de figure où des gens se mettent ensemble et mélangent tout sur un même lieu. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à créer plusieurs structures juridiques, c'est un peu une des premières choses pour différencier certaines choses. Et voilà, la principale chose qu'on recommande de faire aux écolieux collectifs, c'est à minima de séparer ce qui relève du foncier de ce qui relève d'une activité économique, commerciale, qu'elle soit lucrative ou pas. Cette différenciation, ça permet une première chose, c'est que les difficultés économiques d'une des structures n'impactent pas l'autre. C'est-à-dire que déjà, on différencie et on rend autonome chacune de ces activités. Et en général, la fiscalité n'est pas la même. C'est-à-dire que lorsque j'ai une activité commerciale, elle va être soumise à TVA. Alors que lorsque je détiens un patrimoine immobilier que je loue à des personnes euh, ou à des activités, je suis en général exempt de TVA. Et le fait de tout mélanger dans la même structure crée de la confusion à ce niveau-là qui n'est pas, voilà, qui est pas de bon augure. Ensuite, une chose que vous avez à penser, surtout en premier lieu, c'est dans quel état d'esprit, quelle est la philosophie de ce collectif que vous avez monté. Dans le sens que pour certains collectifs, c'est complètement normal que lorsqu'on achète un bien, plus tard, si je pars, par exemple, au bout de 5-10 ans, eh ben, je récupère ma mise, évidemment. Et au-delà de ça, si le marché de l'immobilier a évolué favorablement, si on a remboursé une partie de nos dettes et que les parts ont pris de la valeur de ce fait, c'est normal que je reparte avec une plus-value. Et donc ça, c'est une des premières questions que vous avez besoin de vous poser. Est-ce que c'est OK dans votre collectif que quand j'apporte, par exemple, 50 000 euros, à la fin, je reparte, par exemple, au bout de 5-10 ans, avec potentiellement 75 000 euros si la réévaluation a donné lieu à une plus-value? Ou est-ce que je souhaite que la valeur des parts reste fixe pour qu'il n'y ait pas de spéculation possible et de décorréler la valeur de mon bien du marché immobilier? Et en fait, de considérer que les personnes qui sont des possédants, qui ont de l'épargne, en fait, fassent un effort et contribuent finalement davantage à ce que ce genre de lieu puisse apparaître. Et quand je pars du lieu au bout de 5-10 ans, et ben, si j'ai mis 50 000, je repars avec 50 000. Et j'aurais perdu effectivement entre-temps l'inflation, mais on pourrait considérer que c'est normal. Sachant qu'il y a un scénario intermédiaire qui est que j'investis 50 000 et je repars pas avec la plus-value selon l'estimation du marché immobilier, mais avec simplement une plus-value qui correspond à l'inflation. Donc ça, c'est un scénario intermédiaire que certains collectifs optent pour ça. Euh, et ensuite, d'abord, il y a la question on va dire, de comment se comportent les parts. Est-ce qu'elles augmentent de valeur ou est-ce qu'elles restent fixes? Donc, est-ce qu'on peut spéculer ou pas?
Et il y a une deuxième question qui est la question de la répartition du pouvoir entre les associés. Et là, il y a deux possibilités. Soit on considère que les associés qui ont mis plus d'argent ont plus de pouvoir. Euh, du fait que, par exemple, ils ont on va dire, si on est des cohabitants, bah, peut-être que moi, je sais pas, un espace qui fait 100 mètres carrés versus d'autres qui ont un espace de 20 mètres carrés. Et donc, vu que je contribue davantage aux charges et à l'apport, ce serait logique que je pèse davantage dans les décisions parce que voilà, c'est la logique des tantièmes et du pouvoir qui est corrélé au poids de la personne dans le projet. Et après, il y a une autre logique qui est de se dire, on est un collectif d'êtres humains et chacun peut avoir une voix a priori, on ne sait pas, mais a priori aussi pertinente que celle des autres. Et donc, quand on a besoin de décider ensemble, faire quelque chose de démocratique sur la base de une personne, une voix, plutôt que de donner plus de poids à des personnes qui ont plus d'argent. Et donc ça va principalement guider votre choix si entre la société civile immobilière et la coopérative. En gros, il y a deux grandes catégories de choix pour le foncier. C'est euh, la société civile immobilière, qui est plus classique historiquement. Et là, bah, la valeur des parts évolue au gré du marché, des travaux qu'on a fait, etc., de l'énergie qu'on a mis sur le lieu. Euh, et on est sur une logique de le nombre de voix dépend du nombre de parts, ce qui peut parfois mener à des montages intelligents, hein, où parfois on a envie de donner tout le pouvoir aux habitants et aucun pouvoir aux investisseurs extérieurs, et du coup on régule le nombre de parts en fonction de ça. Donc c'est pas forcément déconnant de partir sur une SCI, il y a plein d'avantages. Et donc ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est ce qu'on a choisi à Pourgue, qui est plutôt la coopérative d'habitants, qui est en fait qui existe depuis pas si longtemps. Euh, c'est finalement une forme particulière d'une SAS qui existe depuis 2014, il me semble, euh, et qui a été amenée suite aux efforts de plaidoyer assez poussés de Habitat Participatif France, qui a amené à des changements dans le cadre légal pour que les habitats participatifs soient davantage encadrés par un cadre légal qui leur correspond. Euh, et notamment la coopérative d'habitants bah, permet à faire du une personne, une voix, vu que c'est une coopérative, c'est la réglementation qui existe pour toutes les coopératives, que ce soit des coopératives d'activité ou des coopératives d'habitants. La valeur des parts n'est pas censée évoluer. Alors après, il y en a qui jouent un peu avec le système et qui, pour l'instant, n'ont pas été recadrés. Normalement, ce qui est écrit dans les textes, c'est que la valeur des parts doit rester absolument constante. Ensuite, il y a des personnes qui font augmenter la valeur des parts en fonction de l'inflation. Et donc, c'est quelque chose qui est possible de faire, même si c'est pas comme ça que ça a été prévu à la base. Voilà, là, je vous ai donné un peu les bases pour quand on achète du foncier collectivement, en gros, les deux grands choix principaux qui s'offrent à nous. Ensuite, pour aller plus loin là-dessus, là, il faudrait quand même être accompagné par des personnes qui ont l'expérience pour bien s'assurer qu'on va sur le bon choix en fonction du modèle économique, enfin du budget prévisionnel du projet. Parce qu'il y a une contrainte qui se pose pour les coopératives, c'est que le déficit de cumulé de l'entreprise ne peut pas dépasser la moitié du capital apporté par les associés. Donc, par exemple, s'il y a 100 000 de capital, le déficit cumulé ne peut pas dépasser les 50 000. Et certains penseraient peut-être que bah, bon, c'est une évidence, on va jamais atteindre un tel niveau de déficit. Et bien, pas forcément, parce qu'il y a des biens dont l'amortissement est très important, surtout dans les 5-10 premières années. Et si on a affaire à un projet où il va y avoir beaucoup de dettes et peu de fonds propres, bah, probablement que la coopérative va pas être un bon choix parce on va être limité à cet endroit. Donc la coopérative d'habitants est plutôt adaptée pour des projets où les fonds propres sont relativement importants et représentent au moins 30-40% voilà, du besoin total en financement.
Voilà, mais là, je ne vais pas rentrer plus techniquement là-dedans. Je voulais surtout débroussailler, vous donner une idée générale des grandes questions à se poser et de qu'est-ce qui peut guider les choix vers une SCI ou une coopérative sur ces deux principaux critères qui sont le rapport à l'argent et à la prise de valeur de l'argent, la propriété lucrative d'une part, et le positionnement du collectif par rapport on va dire, aux aspects démocratiques, qui est à quel point le pouvoir est partagé. Euh, Peut-être une note là-dessus, c'est que on a assez peu tendance à faire appel réellement au statut et à avoir des votes serrés en assemblée générale. C'est quelque chose qui est rare. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que le projet soit assez mal en point pour qu'on arrive à des votes en assemblée générale où ça se dispute. Donc on pourrait se dire, bon, quelque part, peu importe si c'est du une personne, une voix ou du pas une personne, une voix, parce que de toute façon, il n'y a jamais de litige à cet endroit-là, et puis on aboutit quand même la plupart du temps à un consensus un peu naturel entre les membres, entre les associés et tout ça. Bon, déjà, c'est pas toujours vrai, il peut y avoir des grosses crises qui mènent ultimement à se retrouver au tribunal, mais par ailleurs, il y a quelque chose qui va influencer l'état d'esprit de coopération entre les acteurs et les actrices du projet si on part sur une option ou l'autre. Psychologiquement, ça a un impact en fait. Si on part sur quelque chose où dans les statuts c'est inscrit une personne, une voix, probablement que les personnes qui prennent part au projet vont poser une intention de base d'être dans quelque chose de démocratique et de se respecter les uns les autres à part égale dans les prises de décision, même qui ne remontent jamais jusqu'aux assemblées générales, même qui sont un peu dans le petit quotidien. Et donc, je prendrai ça en considération si vous avez envie de fonder un collectif avec une dimension démocratique et que l'aspect de distribution des responsabilités et du pouvoir d'une manière relativement bien distribuée, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ces histoires de gouvernance partagée. Euh, L'éthique d'un tel projet mènerait plutôt à opter pour un format type coopératif. Et une autre note que je mettrais, là c'est plutôt en faveur de la SCI, parfois on s'excite un peu et on se dit, ah oui, moi, je suis une personne qui a des valeurs et une éthique, et du coup la coopérative c'est génial, voilà, pas de spéculation possible, une personne, une voix. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter le risque, par exemple, qui pourrait se présenter je prends des parts et j'engage toutes mes économies parce que c'est le projet de ma vie, j'y vais à fond et je mets 150 000 euros, c'est toute mon épargne et j'y vais. Et j'apporte ça à la coopérative sous forme de parts. 10 ans plus tard, j'ai envie de changer de vie ou je m'entends mal avec les associés, il y a quelque chose qui se passe qui fait que je sors du projet. Donc déjà, la coopérative met un peu de temps à me rembourser mes 150 000 parce qu'elle doit trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais éventuellement, je récupère les 150 000. Et là, je me rends compte que dans le territoire dans lequel j'habite, eh ben, les prix de l'immobilier ont flambé pendant ces 10 années et tout a été multiplié par deux. Et du coup, je me retrouve à devoir aller habiter dans 2 fois plus petit que ce que j'avais avant ma vie en collectif. Donc, c'est quand même un acte politique assez fort et en partie comment dire, une certaine attitude potentiellement de dépossession partielle que de s'engager dans un projet de coopérative, surtout si l'idée est d'engager, euh, on va dire, la quasi-intégralité de mes économies dans un tel projet. Donc, pour des personnes qui engagent toutes leurs économies, là aussi, je serais prudent et je pense que je conseillerais plutôt de considérer la SCI que la coopérative. Voilà, et puis ce que je peux dire d'autre, euh, c'est qu'il y a aussi des moyens de faire un entre-deux. Ça veut dire d'opter par exemple pour une coopérative où chacun prend, euh, enfin engage un certain montant sur des parts, mais après les gros montants vont être engagés sous forme de comptes courants d'associés qui peuvent être rémunérés à un taux de par exemple 1,5 ou 2%. Et dans ce cas-là, bah, sur une partie des fonds que j'engage, bah, je sais que ça va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps et au moins je ne vais pas perdre l'inflation. Voilà. Donc il y a ces choses-là à considérer, quoi. Est-ce que ça reste constant? Est-ce que je veux l'inflation? Est-ce que en fait, je veux récupérer finalement une valeur actualisée en fonction de l'évolution du marché? Euh, voilà, donc ça c'était sur le foncier. Après, sur tout ce qui est activité économique,
Donc là, si on a une activité économique collective comme à Pau, donc nous, on a lancé notre activité économique en 2018, hein, après un an d'installation, et on a fondé d'abord une association. Donc une association, c'est le format le plus simple. Quand on a un peu d'expérience avec ça met à peine une demi-heure à écrire des statuts et puis les déposer sur une plateforme en ligne. Et on obtient une validation de la préfecture assez rapidement. C'est un format ultra léger de création d'une structure qui permet d'ouvrir ensuite un compte en banque et d'avoir voilà, un compte commun pour l'ensemble des personnes de l'association et d'accueillir des fonds. Alors, quelque chose sur lequel on a été assez naïf, c'est qu'une fois qu'on dépasse le seuil des 70 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on est dans le champ d'une activité lucrative, même si on est une association, on est soumis à fiscalité. Et pour faire la différence entre une activité vraiment associative et une activité commerciale, c'est assez simple. Vous prenez par exemple des séjours, et si je fais la nuitée par exemple à 10-15 € et les repas à 5 €, je suis clairement dans un schéma de contribution aux frais et je ne suis pas en train de vendre une prestation qui est dans le champ de la concurrence. Par contre, si je fais un stage sur une semaine, hébergement, pension complète et activité incluse à 600 € par exemple par adulte, bah là clairement, je veux dire Pierre et Vacances, Club Med, etc. proposent en tout cas un package qui est similaire en prix parfois. Et donc là, je ne peux pas être exonéré de fiscalité. Et TVA et impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Et moi, mon conseil, ce serait de travailler avec un comptable compétent dès le début et de ne pas bricoler ça dans son coin, juste en faisant ses propres comptes sans avoir de l'accompagnement et de l'expertise. C'est bien dès le départ, en fait, d'être accompagné par un comptable. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur l'activité économique? Donc nous, récemment, on a fait un choix qui a pas mal d'avantages, qui est de transformer notre association en société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça aussi, c'est une forme particulière de SAS. Donc une SAS, ça veut dire société par action simplifiée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire et tout ça. En tout cas, c'est une société commerciale qui est assez légère dans le cadre, dans son cadre, et puis ça permet de faire une très large diversité de choses. Et donc nous, alors pourquoi la société coopérative d'intérêt collectif? Parce qu'elle présente déjà un premier avantage en termes de fiscalité, qui est que si dans nos statuts, dès le départ, on grave dans le marbre qu'on ne va jamais distribuer de dividendes et que nos réserves, on ne va pas les distribuer sous forme de salaire ou payer qui que ce soit et que ça va être réemployé pour développer l'activité, là, on est exonéré d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est quand même un des premiers avantages d'une société coopérative, c'est cette exonération possible des impôts sur les sociétés si on renonce à vie aux dividendes, on renonce à distribuer des dividendes aux actionnaires à vie, ou à distribuer à des personnes sous une quelconque forme les excédents dégagés, le résultat net, quoi. Et après, alors le principal avantage, et c'est vraiment ça qui nous a motivés à opérer cette transformation, parce que mine de rien, c'est quand même assez coûteux en temps. Moi, j'ai passé pas mal de temps là cette année à m'occuper de ça. L'autre avantage, c'est que on peut lever des fonds sous forme de parts, hein. Donc des citoyens viennent investir dans l'éco-village de Pourgue comme structure. Et ces investissements sont partiellement soumis à des réductions fiscales. Donc ça veut dire que quand on investit 10 000 € dans l'éco-village de Pau, on récupère 2 500 €, 25%, en réduction fiscale l'année sur laquelle on a fait cet investissement. Et si on n'a pas 2 500 € d'impôts, mais je dis n'importe quoi, on paye par exemple 500 € d'impôts sur les revenus chaque année, c'est pas grave parce que c'est étalé sur les 5 ans. Et ça, c'est à condition que l'investisseur soit d'accord pour bloquer son argent sur 7 ans. Et pour ça, il y a besoin de remplir deux conditions. Il faut être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et il y a des critères là-dessus qui sont déterminés par un cadre légal. Donc, il faut obtenir un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça, pour un éco-village, c'est très facile à obtenir parce qu'on fait de la sensibilisation à des modes de vie alternatifs, plus résilients et solidaires et sociaux. Habituellement, on est ancré dans une certaine dynamique territoriale. Donc nous, on a par exemple une ferme pédagogique qui est née cette année, un café
un café convivial et un centre de soins et de thérapie. Donc, on propose des choses au territoire et donc on vient dynamiser comme ça un espace plutôt rural et qui est, on va dire, en manque de ce genre de service. Euh, et notamment, on accueille des publics un peu fragiles comme des enfants malades ou des personnes en EHPAD, etc., qui viennent à la ferme pédagogique et donc on propose aussi des choses au public plus vulnérable. Donc voilà, du moment qu'on est... et alors, quand même, la première chose qu'il y a à nommer, c'est que l'éco-village de Pourgues et ses cohabitants viennent de corps sociaux très divers, allant de personnes qui étaient anciennement aux minima sociaux, des personnes porteuses de handicap, des personnes qui sont plutôt dans le bas de la classe moyenne, voire dans la classe, on va dire, euh, pauvre de la population, mélangées à des personnes plus aisées, comme moi, qui viennent d'un milieu plus privilégié. Et donc, le fait qu'on soit ce mélange-là et que les contributions qu'on apporte à l'activité se font en fonction de nos ressources. Moi, par exemple, j'ai tendance à contribuer beaucoup plus au pot commun chaque mois que des personnes qui ont moins de moyens. Ça fait qu'il y a un système de solidarité entre les habitants aussi, et ça, c'est un argument aussi pour être une entreprise de l'ESS. Voilà, donc ça, c'est un premier critère, obtenir l'agrément ESUS. Et le deuxième critère, c'est d'avoir minimum 2 personnes salariées. Donc, il faut avoir une structure qui crée de l'emploi, au minimum 2 salaires. Et à ce moment-là, on est éligible ces investissements sur lesquels il y a une réduction fiscale. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut proposer à tout notre réseau, les personnes qui suivent qui s'y intéressent et qui veulent soutenir notre projet, on peut leur dire, venez investir chez nous parce que ça fera aussi bien qu'un livret A finalement, voire même un peu mieux. Et en plus, vous mettez votre argent dans quelque chose qui vous tient à cœur, plutôt que ça parte dans une boîte noire et que, en fait, vous savez pas vous savez pas trop où va l'argent, vous n'avez pas vraiment de prise sur comment et vers où ça va. Là, c'est l'occasion de faire un investissement et de cœur et qui soit en plus rentable si on paye de l'impôt sur le revenu. Voilà en gros le gros avantage qu'il y avait là à faire cette opération cette année, de passer d'une association à une société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est euh, quelque chose qui est aussi recommandé par un de mes chers collègues qui s'appelle Frédéric Bosquet, ancien champion du Tour de France, qui a créé un éco, c'est plus qu'un éco-village, c'est tout un écosystème rural, un éco-territoire, on va dire, qu'il est en train de créer dans le Lot-et-Garonne, qui s'appelle Terra. Et c'est un projet sur lequel ils ont énormément de compétences en termes juridiques. Ils ont créé des structures très complexes pour pouvoir distribuer des revenus de base, pour attirer des fonds de plein de manières différentes, avec des titres participatifs, avec voilà, une ingénierie financière et juridique qui est quand même très poussée. Euh, et, euh, et Frédéric Bosquet a dit que oui, c'est assez habituel pour des lieux comme nous de commencer avec une association, la forme la plus légère qui soit, et à un moment donné d'évoluer vers la SKIC, qui est adaptée pour ce genre d'activité. Donc voilà, là je vous ai fait le panorama en gros des 2 principales structures dont on a besoin, la foncière et celle qui permet d'avoir une activité économique collective. Et puis nous, on a une troisième structure qui s'appelle l'Association des habitants de Pourgues. Donc c'est une association d'habitants. Et alors pourquoi créer cette troisième structure? C'est parce que nous, on a un pot commun pour faire nos courses en commun. C'est comme un groupement d'achat en fait. Donc tous les fruits, les légumes qu'on achète au marché et le sec qu'on achète chez le grossiste, tout ce qui est pour l'usage des habitants, ça, on l'achète à travers notre association d'habitants. Alors pourquoi? Pourquoi on n'emploierait pas juste la SKIC pour tout mettre au même endroit? C'est ce qu'on faisait à la base, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un risque de redressement fiscal pour ça, parce que la nourriture que j'achète pour une activité économique d'hébergement en pension complète, c'est normal que je récupère la TVA parce qu'après, j'emploie ces ressources pour créer de la valeur et vendre des séjours à mes participants. Donc là, c'est normal, on rentre dans le cycle on paye de la TVA, on en récupère derrière. Par contre, la nourriture que j'achète pour moi, habitant du lieu, ça, ce serait pas légal de récupérer la TVA sur ces achats-là, parce que ça correspond à de la consommation pour des besoins privés. Et donc là, on est dans le cadre civil, on n'est plus dans le cadre de l'activité commerciale et professionnelle. Et là, du coup, il y avait besoin d'une troisième structure pour assurer ça. Donc, vous voyez que ça a l'air
un peu complexe cette histoire, mais la complexité est induite par des contraintes qui viennent de comment la fiscalité a été pensée en France de manière générale, comment tout cela est structuré. On est un peu soumis à ce cadre-là, donc il y avait besoin qu'on sépare certaines choses pour que ça puisse fonctionner, malgré le fait qu'en vrai, on pourrait consolider ces trois structures en une seule, parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans toutes ces structures, en vrai. Je veux dire, nous avons acheté le lieu avec la coopérative des habitants de Pourgue. Nous sommes les associés co-gérants de la société coopérative d'intérêt collectif qui vend des séjours et des stages. Et nous sommes les cohabitants qui avons un pot commun avec lequel on fait des dépenses pour s'acheter des pommes, des poires et des bananes et tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Euh, donc c'est les mêmes personnes, mais en fait on a des casquettes différentes. Dans la première, j'ai une casquette d'associé d'une propriété collective. Dans la deuxième structure, j'ai la casquette d'un associé d'une activité commerciale. Et dans la troisième structure, j'ai la casquette d'un consommateur dans un groupe de consommateurs. Voilà, donc il faudra bien penser aux différentes casquettes que vous allez porter selon le degré de mutualisation dans lequel vous allez vous situer pour élaborer un montage juridique qui soit adapté et sur mesure par rapport à votre projet. Donc là, vous avez l'expérience d'un projet quand même assez communautaire où on met beaucoup de choses ensemble. C'est pas forcément tous les projets qui achètent, je sais pas, toutes leurs pâtes ensemble et qui les distribuent comme ça aux uns et aux autres. Donc, il faut savoir on fait même pas les comptes, on n'a même pas une épicerie autogérée localement. Je veux dire, chacun va se servir à la hauteur de ses besoins et on fait confiance que chacun se nourrit à sa faim, en fait, sans exagérer. Donc voilà, c'est quand même pas beaucoup de groupes qui font ça, qui achètent toute la bouffe en commun et qui se servent dans la remise. Vous avez parfois des projets d'écolieux collectifs où c'est par exemple juste enfin juste, c'est déjà énorme, hein, mais euh, une, euh, c'est un éco-hameau, quoi. Ça veut dire qu'on a chacun nos habitats privés. On a peut-être une maison commune qui est voilà, dans laquelle on a investi collectivement, mais on n'élève pas nos enfants ensemble, on n'a pas d'activité économique collective ensemble, on ne fait pas nos courses ensemble. Voilà, il y a pas toute cette mutualisation à ce point-là, quoi. Et donc, peut-être que certaines de ces structures seraient inutiles à un tel projet. D'ailleurs, c'est le cas dans pas mal de projets que j'accompagne et qui n'ont pas un tel degré de mutualisation. Voilà pour la présentation. Je vous ai fait un panorama de tout ce qui est. Ça m'a pris à peu près une demi-heure à vous partager l'ensemble. C'est quand même un sujet qui, voilà, qui nécessite un peu de détails par moment. Et là, j'ai envie de dire, j'ai terminé ma présentation et puis j'ai envie d'ouvrir aux questions, aux réactions. Donc, vous pouvez prendre la parole tout simplement en allumant votre micro ou vous pouvez écrire dans le chat si vous préférez. Euh, voilà, je suis disponible pour ça maintenant. Oui, Sophie. Oui, moi je veux bien poser une question à propos des SIC. Je croyais que ça devait impliquer des collectivités. Alors, ça peut impliquer des collectivités, mais ce n'est pas une contrainte imposée. Donc, oui, la mairie peut entrer dans le capital d'une société coopérative, les fournisseurs, les bénéficiaires de nos services, tout partenaire institutionnel, donc ça pourrait être les collectivités départementales, régionales. Euh, mais ce n'est pas une obligation légale. Oui, Soline. Moi, j'ai une question concernant la fiscalité sur les loyers. Je Mhm. crois que je t'ai entendu dire que, que du coup, la SS COP, elle n'était pas soumise à la TVA. Bon, je sais plus. Mhm. Justement, je veux bien que tu reclarifies du coup comment ça fonctionne. Ouais, Exemple.
Notre Les locations. coopérative d'habitants n'est pas soumise à TVA. Elle a un seul locataire d'ailleurs qui est la SKIC, qui lui paye un loyer chaque mois. Et donc les deux structures sont liées par un bail civil. Euh, et la société coopérative n'est pas soumise à TVA. Et on a bien vérifié avec notre expert comptable qui avait un doute à la base parce qu'il disait que normalement, une structure qui loue à une activité commerciale, le loyer est soumis à TVA. Et dans notre cas, j'ai pas compris pourquoi ce serait pas le cas. Euh, Probablement parce que ça faisait un jeu à somme nulle, que d'un côté la TVA était récupérée, de l'autre elle était versée, et qu'il n'y avait pas, voilà. En tout cas, il y Ça avait veut pas dire la. aussi que sur les travaux de la structure, sur toutes ces choses-là, il y a pas de récupération de la TVA non plus. Alors, ça dépend de quels travaux on parle, parce que nous, en fait, la quasi-intégralité de nos travaux sont pour pouvoir mener notre activité commerciale. Euh, Et du coup, vous les faites passer dans ce cas sur la SKIC, sur la SKIC, du coup. qui, elle, est soumise à TVA, et donc on récupère la TVA sur nos travaux. Ouais, parce on fait les travaux depuis la SKIC. Entendu. Merci. En fait, nous, notre projet a de manière manifeste une vocation à accueillir et, on va dire, former, sensibiliser, informer, euh, permettre le vécu d'une expérience immersive dans un collectif. Donc, et pour pouvoir proposer ce genre d'expérience, on a besoin d'un actif, quoi, d'un outil de travail qui est le lieu sur lequel là, on cohabite. Et donc, c'est assez logique qu'on récupère la TVA sur tous les travaux qu'on fait sur le lieu parce que c'est un lieu qui est principalement dédié à de l'accueil, en fait. Et les travaux qui sont faits dans le cadre euh, je veux dire, de l'aménagement des cocons privés, ils sont faits par les personnes elles-mêmes. Et ils ne passent pas par la SKIC. Et là, c'est les personnes qui dépensent directement de leur compte en banque, en fait. Ok, vous avez fait ce choix-là. Vous avez tout le reste en commun, mais pour les travaux individuels, par contre, c'est chacun qui prend en charge ces travaux d'aménagement. Ouais, Ok. là-dessus, on a fait ce choix, ouais. Parce que ça, on n'avait pas les moyens, là, de faire jouer une solidarité, parce que les personnes les plus aisées du projet avaient juste pas suffisamment d'argent pour pouvoir financer les travaux des autres. Donc, on est plutôt parti sur un mode où chacun se débrouille pour ses travaux, mais c'est des montants qui sont relativement faibles de toute façon par rapport au montant global du projet, parce que le montant global du projet pour acquérir le lieu, c'était 1 million d'euros. Et en général, les foyers avaient des besoins qui tournaient autour de l'ordre de 10 à 15 000 euros pour leur cocon privé, quoi. Ouais, il n'y avait pas de gros travaux type refaire la toiture et si comment est-ce que vous feriez ça si vous aviez je sais pas enfin dans les 50 ans, c'est quand il faudra refaire la toiture, est-ce que c'est quelque chose dont tu as idée déjà? Bah, la toiture de la grande bâtisse, elle sert à l'activité économique du lieu, donc on ferait les travaux depuis la SKIC. Toutes les rénovations du bâtiment, c'est comme si la SKIC jouait presque un rôle de propriétaire, en fait. C'est comme si la coopérative d'habitants déléguait à la SKIC l'ensemble des travaux qui sont à faire parce ils sont dédiés à développer l'activité d'accueil. Euh, Alors qu'elle paye un loyer. alors qu'elle paye un loyer, mais le loyer est fait pour amortir on va dire l'acquisition on va dire du bâtiment d'origine et pour rembourser le crédit. Donc on a quand même besoin de payer un loyer pour payer la taxe foncière aussi, euh, et pour payer aussi, il y a de la cotisation foncière des entreprises dans la coopérative d'habitants. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont besoin d'être payées, ouais. Et de toute façon, vu que c'est une coopérative, quel que soit le loyer, de toute façon, il irait jamais dans la poche d'un quelconque actionnaire, parce qu'en fait, il y a pas de, c'est une coopérative, donc on ne peut pas rémunérer les actionnaires en dividendes. Merci. Ouais. Il y a d'autres questions? Alors, le bail entre la coop et la SKIC, c'est un bail civil. Donc, on a fait appel à un avocat. Donc, un bail, c'est quand même un document assez sensible. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on bricole, un bail entre deux structures.
entre deux personnes morales. Et donc, nous, on a confié ça à un avocat qui a rédigé un bail civil qui est sur 9 ans renouvelable, non, 12 ans renouvelable, il me semble. Chez nous. Mm. Oui, Adrien? Bonjour, bonjour Amine, bonjour à tous et à toutes. Je voulais te demander, Amine, si tu avais de l'expérience dans le cadre d'une structure peut-être similaire, mais dans laquelle serait intégrée une société d'exploitation agricole, pour savoir si le foncier pourrait se partager, enfin si un autre locataire que la SKIC pourrait louer à la SCI, et si jamais elle avait une activité typiquement agricole. Et est-ce que le foncier pourrait ou devrait être scindé sur un nouvel acte notarié? Enfin, comment est-ce que tu réfléchirais ou est-ce que tu as déjà eu le contact avec cette situation? Mhm. Alors, j'ai eu un contact avec cette situation sur un autre projet qui est pas Pourgue, parce que nous, on n'a pas installé des exploitants agricoles. Nous, on fait juste de la production vivrière pour notre pomme, quoi. Donc, on n'a pas besoin de structure légale pour ça. Et par contre, je connais un collectif d'agriculteurs qui se sont mis ensemble pour acheter une propriété. Et effectivement, l'idée, c'est que chaque agriculteur, chaque personne morale va faire un bail, il y a un bail de fermage entre la structure qui est propriétaire du lieu. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'une SKIC qui est propriétaire du terrain et du bâti dans son ensemble et qui loue à chaque. Donc, il loue non seulement à des individus habitants, des foyers qui habitent sur le lieu, et donc elle a des baux de location, là pour le coup, classiques. Euh, et elle fait aussi des fermages avec des agriculteurs. Et elle pourrait même faire des baux avec des artisans qui viennent installer, par exemple, une activité de transformation dans la grange et qui s'installent à cet endroit-là et qui louent spécifiquement cette telle partie de la grange. Et du coup, il y a la possibilité de faire un bail avec chacune des personnes morales qui vient s'installer sur le lieu. C'est en général comme ça que ça marche, je pense. D'accord, la SKIC pourrait être propriétaire de terres agricoles, finalement. Mhm. Ah oui, c'est possible. Ouais, ouais, Ah ouais. d'accord. Tu peux avoir une SKIC qui est propriétaire de terres agricoles. Ouais, j'ai vu ça dans plusieurs endroits. Il y a par exemple le projet de Karinga à Malensac. Là, il y a le projet Demain en main qui est aussi en Bretagne. J'ai oublié. C'est la ferme de Kéruser, ça s'appelle. Ok. Et au même titre, donc des terres et agricoles et d'hébergement purement résidentiel, Ouais, finalement. ça mélange les deux et en même temps, le truc sur lequel on s'est rendu compte, notamment pour Demain en main, c'est que c'était probablement pas la meilleure idée de tout mélanger dans le même truc parce que les histoires de TVA, de récupération de TVA sur les travaux, etc. Voilà, il vaut mieux distinguer une structure qui détient le foncier et, euh, et puis après, pour toutes les activités, pour chaque activité professionnelle, d'avoir une structure séparée, quoi. Ok. Parce que là, ils ont une SKIC qui combine et la propriété, et c'est dans la SKIC, en fait, à Demain en main, ça marche comme ça, c'est dans la SKIC qu'ils ont leur activité agricole aussi, et leur activité de stage, séjour, formation. En fait, ils ont tout mis dans une SKIC, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais dans ce cas, il y a pas, et là, il n'y a pas besoin que tout le monde ait le statut d'agricole, d'exploitant agricole. Euh, alors, hmm, ça dépend. Euh, Ça dépend de. Là, pour le coup, ça dépend pas du cadre légal général et tout, mais ça dépend de ce qui a été convenu avec la SAFER. Parce que c'est quand même, on est quand même dans l'agriculture, on est dans C'est un ce que je... domaine où il y a quand même comment dire, je sais pas comment ça s'appelle ce qui est contractualisé avec la SAFER à la base quand on acquiert des terres agricoles et on installe des exploitants professionnels. Il y a un accord qui est passé avec la SAFER, il y a certaines attentes. Et donc là, notamment, alors il me semble à Karinga, mais il faudrait qu'il me corrige si je me trompe, hein, mais l'attente qu'il y a de la part de la SAFER, c'était qu'il y ait minimum 2 exploitants agricoles qui s'installent pour confirmer que c'est Ouais, effectivement une ferme collective et qu'ils n'ont pas détourné en fait le lieu vers toute autre chose. Et voilà. d'accord. Ok, donc ouais, ça peut se négocier à ce niveau-là. Ok.
En fait, si je posais la question, c'est parce que d'un point de vue financier, investissement, en discutant avec la Nef, ils m'expliquaient qu'ils proposaient pas de crédit vers les parties immobilières résidentielles, mais uniquement sur les projets agricoles. Et donc, dans une recherche de financement, ils conseillaient du coup de scinder les deux. Mais ok, là, je pars dans Ouais. un détail très personnel. Et c'est pas Euh, forcément vrai de manière générale parce que la coopérative Oasis finance des projets d'habitat collectif et écologique. Et souvent, quand la coopérative Oasis accorde du financement à un projet, habituellement on va jusqu'à 200 000 euros de prêt sur 10 ans, bah, la Nef et la coopérative Oasis suivent derrière. Donc ils sont quand même intéressés par des projets d'Oasis de vie. Donc, euh, donc ça dépend par quel canal ça arrive, mais ils ont tendance presque systématiquement à abonder dans le sens quand ils nous ont vu diagnostiquer le projet et le valider. Et pour eux, c'est une crédibilité tellement forte qu'ils ont tendance à prêter à ces projets-là aussi. ok, ok, super. Merci beaucoup. Mm. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait à peu près un quart d'heure que je réponds à des questions. C'est plutôt intéressant ce qui se passe. On arrive parfois aux limites de ma compétence, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'agricole, là, voilà, il y a un endroit où je vous ai parlé de 2 projets que je connais un peu de loin. Mais là, il faudrait vraiment creuser avec la Chambre d'agriculture, avec la SAFER. Enfin, là, c'est vraiment les acteurs avec qui il faut collaborer. Et puis, des acteurs qui seraient vraiment, là, pour le coup, aguerris là-dedans, c'est Terre de Liens. Donc, si on est sur un projet agricole, c'est intéressant de travailler avec Terre de Liens. Si on est sur un projet d'Oasis, on va dire plus généraliste, multiservice et tout ça, c'est plutôt la coopérative Oasis. Ouais, Terre de Bruno, moi, Liens. j'ai une question, Amine. À Sainte-Camère, on avait réfléchi aussi sur le passage en ski, hein, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse à un moment donné. Et c'est une question sur les coûts, en fait, parce que le coût de passage d'association à ski est quand même pas négligeable, je crois. Et c'est les coûts aussi récurrents, parce que ça t'oblige effectivement à avoir un expert comptable. Il y a aussi, je crois, un audit régulier qui se fait par l'organisme officiel qui gère les SIC. Donc, est-ce que tu as des éléments d'infos là-dessus sur les coûts un peu qui sont liés à ça? Non, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Non? On peut continuer de faire sa comptabilité fait maison on passe d'assaut à Skik. Donc je sais pas qui t'a dit ça, mais nous on fait Si notre tu peux, comptabilité ouais, nous-mêmes. je crois que tu peux la faire, mais après, c'est une complexité autre que de gérer une comptabilité asso, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est dans ce sens-là que quand tu es en SIC, ce qui est préconisé, c'est de passer, d'avoir un expert comptable qui te permette enfin, de contrôler, de labelliser tes comptes, quoi, en fait. Je suis pas forcément d'accord. Non, ben voilà, c'est l'info qu'on Ouais, avait eu à l'époque. ouais, je suis pas forcément d'accord. Après, c'est quand même pas mal toujours d'avoir, on va dire, quelqu'un un comptable par exemple qui conseille, qui fait pas forcément les comptes, mais nous on a un comptable par exemple, c'est pas un expert comptable, mais c'est un comptable euh, qui est en Ariège d'ailleurs, hein, qui est dans notre territoire et qui est force de conseil et qui peut faire une prestation plus ou moins poussée selon les besoins qu'on a. Euh, mais moi, j'ai l'impression que depuis qu'on est passé de ASO à SKIC, la seule complexité supplémentaire qui arrive, c'est qu'il faut suivre les apports. Donc, ça veut dire qu'il y a des apports qui vont arriver, des investissements, et il faut du coup tenir juste la composition de la SKIC. Donc, qui sont les différents apporteurs. Donc, contrairement à une association qui a juste une liste d'adhérents qui ont payé une adhésion, là, on a une liste de personnes qui ont apporté au capital. Et donc là, il faut suivre ce qu'ils ont mis au capital, ce qu'ils ont mis dans leur compte courant d'associés, et donc faire la comptabilité de ce truc-là. Mais il n'y a certainement pas besoin d'un commissaire aux apports ou d'un commissaire aux comptes et ce genre de choses. Ça, c'est pour des structures, je pense, qui dépassent quand même une certaine taille, ou je ne sais plus quels sont les critères exactement, ou un certain nombre d'associés peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, non, il n'y a pas besoin systématiquement d'un commissaire pour une SKIC. Sinon, on y aurait renoncé. Et ensuite, en termes de coût pour la transformation de l'ASSO à la SKIC, bon, bah là, ça dépend du niveau de compétence qu'on a en interne. Nous, on a fait la majorité en interne. J'avais juste besoin d'une heure de conseil de la part de l'EGICOP et 1 heure de conseil de la part de la coopérative Oasis.
Donc, on s'en est sorti pour 350 € de conseil, 300 € de formalité à peu près pour la publication, le dépôt à l'INPI, au greffe, tout ça. Et donc, nous, ça a été quand même relativement peu coûteux par rapport aux bénéfices que ça va nous apporter, hein. Ça coûte quasiment rien. Mais si on ne sait pas du tout faire et qu'on dépend complètement d'un avocat, ouais, là, ça peut aller jusqu'à 2000 €, 3000 € de frais pour rédiger le procès-verbal d'AG, les nouveaux statuts, la publication. Voilà. Donc, c'est le genre de choses pour lesquelles les différents rendez-vous qu'il faut prendre avec l'avocat pour qu'il fasse de la pédagogie sur tout ça et qu'on comprenne tout le bazar. Voilà. Donc tout ça, oui, ça a un coût. Ouais. Et donc, il faut que ça vaille vraiment le coup de le faire. Il faut que les bénéfices qui y soient associés vaillent vraiment le coup. Hmm. Et pour nous, c'était une évidence. Ok, merci. Ouais, merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on est bon? C'est pas mal déjà ce qu'on a couvert là en 50 minutes, hein. Je suis assez fier. Ok, bon, bah, on va peut-être s'arrêter là. Et puis, bah, avant de se dire au revoir, peut-être un dernier mot de la part de 2 ou 3 personnes. Ça peut être ce qu'on veut, bah, avec quoi je repars, ou une gratitude, ou voilà. Ce que vous avez envie de dire, le mot de la fin, quoi. Merci à toi, Ramin, pour ton temps et tes explications. Merci beaucoup. Oui, merci, parce qu'effectivement, je crois que dans une création de collectif, je crois qu'on peut avoir des statuts au départ, et après, il faut toujours avoir en perspective que les statuts, c'est jamais figé et que ça va évoluer en fonction et de l'évolution du lieu en termes d'habitants et en termes de projet, quoi. Donc, c'est important de rester vigilant à ça. Et merci pour ce message-là aussi, quoi. Merci. Et oui, il y aura un replay pour les personnes qui sont arrivées en retard ou qui ne sont pas venues du tout. Il y avait une cinquantaine de personnes inscrites, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent le replay, là. J'arrive pas à activer le truc, moi. Action. Alors oui, on t'entend là. Clave. Ah, Ouais. pardon. Désolée, j'étais en train de chercher comment t'en communiquer. Je voulais juste te remercier. J'étais déjà venue pour faire un stage, mais c'était un stage de yoga et on avait bien participé, on avait eu plein d'informations et là, c'est encore un complément d'informations et on est sur le point, nous aussi, à créer un écolieu, éco-village et c'est toujours bien de revenir euh, à la base pour voir sur quelle structure on part, quoi. C'est toujours difficile au départ de se mettre d'accord là-dessus. Donc, un grand merci. Eh ben, avec joie. Et n'hésitez pas quand vous arrivez à peu près au moment avant de signer un compromis de vente, de solliciter un accompagnement, soit à la coopérative Oasis, soit à nous directement à Pourgue. Oui, ben, j'ai parlé justement aux personnes avec qui on doit faire ce projet. Je leur ai parlé du village, de Pourgue, de tous les stages, toutes les formations que vous faites. Donc, ils sont intéressés. Donc, il est possible qu'on vienne à plusieurs avant de finaliser pour être sûr d'avoir bien compris un peu toutes les démarches. Ouais, super. Et en particulier après, bah, donc le juridique à la limite, et le financier, tout le montage du projet et tout, c'est limite facile par rapport après aux enjeux humains. Et donc nous, c'est Oui, surtout là-dessus qu'on a des stages à Pourgue. On a un stage qui s'appelle Vivre en collectif, qui est du 25 juin au 1er juillet. Et donc là, on propose tout un parcours sur 5 jours, immersif et expérientiel, qui permet vraiment de comprendre en profondeur comment fonctionne une gouvernance et une organisation type éco-village de Pourgue, quoi. d'accord. Je Bien, recommande. merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Peut-être une dernière personne?
Eh ben, c'est très bien comme ça aussi. Je propose qu'on en reste là. Eh ben, je suis ravi que vous ayez pu profiter de cette expérience-là. Je tenais à cœur de ces années d'expérience qu'on a accumulées et tous les, on va dire, tous les trucs qu'on a défrichés, qu'on a compris chemin faisant avec l'expérience, ben, de rendre ça accessible et de faire gagner du temps aux autres et de faire en sorte que, voilà, qu'on s'entraide et qu'on n'ait pas à réinventer la roue à chaque fois, à refaire les mêmes choses 40 fois, quoi. Voilà, et j'espère qu'à votre tour, quand vous accumulerez de l'expérience, vous partagerez aussi. Partager, c'est sympa, faut le faire. Merci encore et à une prochaine, à Pourgue peut-être, pour celles et ceux qui voudraient nous rendre visite. On a encore plein de places dans nos stages, nos séjours et tout pour cet été. À une prochaine. Gratitude, bonne soirée.